Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture cette semaine de façon... Alors évidemment, dans le deuxième épisode de cette semaine spéciale Alexandre Astier, avec nous aussi Pascal Fechner, ufologue. Bonjour Pascal. Bonjour. Pascal Fechner, vous êtes ufologue, c'est bien cela? Oui, tout à fait. D'accord. Siri, tu peux venir un instant, s'il te plaît? Siri, c'est quoi ça? C'est mon costume de Camelot en hommage à Alexandre. On lui dira, hein. Non mais je parlais de l'ufologue, moi c'est quoi un ufologue? C'est une personne qui étudie les objets volants non identifiés. Tout le monde le sait. Tu es vraiment débile. Merci Siri, allez on dégage maintenant. Alors Pascal Fechner, dire je suis ufologue dans un dîner, ça claque. Ça claque, mais il faut assumer derrière quand même. Il faut être sûr. Qu'est-ce qui se passe derrière? Qu'est-ce qui se passe? Alors sur le coup, il y a... Alors parfois on confond avec urologue, ce qui peut être utile pour certains convives. Je précise, il n'y a pas de R, c'est bien un F. Vous dînez avec Perceval et Caradoc, de toute évidence. Voilà, donc j'ai eu parfois des appels et j'ai dit je ne peux rien pour toi, je suis désolé. Et j'imagine particulièrement un dîner autour d'une table ronde. Ça brûle, mais comment faire quoi? Voilà, exactement. Bon, en réalité, Pascal, vous êtes directeur et rédacteur en chef de Maybe Planet, un site qui recueille et répertorie des documents relatifs à l'ufologie. Le rôle de ce média collaboratif est de s'interroger, d'étudier et d'informer, dites-vous. Alors comment vous interrogez-vous, comment étudiez-vous et comment informez-vous? C'est vrai qu'en fait le Maybe Planet, nous le voyons comme un think tank de l'ufologie. Nous n'assénons bien sûr aucune vérité puisque nous n'en avons pas. Mais le sujet est passionnant, il est abyssal. Certains en font des spectacles. Certains en font même des spectacles, ou des séries même, effectivement. Et il me paraît important que des personnes proposent un support qui soit quand même relativement équilibré, c'est-à-dire parce que c'est un sujet qui peut vite partir à la dérive. Donc il me paraît important de proposer un cadre de qualité sur ce sujet. On ne parle pas d'illuminés, de gens qui voient des trucs... Alors, on est toujours l'illuminé de quelqu'un, mais voilà, on essaye d'être... raisonnable dans l'illumination, voilà, exactement. Puisqu'on parle d'illumination, Maybe Planet, une référence, j'imagine, au Daily Planet, soit le journal dans lequel officie Clark Kent. J'en déduis que vous avez donc des infos sur Krypton ou ce qu'il en reste. Ce qu'il en reste, oui, c'est... Voilà. Puisque la lumière de Krypton va nous arriver d'ici une centaine d'années. Donc oui, il n'en reste pas grand-chose, effectivement. C'est si vite que ça? Oui, c'était pas très loin au final. Alexandre, vous êtes auteur, réalisateur, compositeur, musicien, président de la République de Camelot et même roi, mais vous ne vous attendez pas, si j'ai bien compris votre spectacle, à avoir des soucoupes ailleurs que sous votre tasse. C'est bien ça? Alors attention, là vous entrez dans un sujet qui est quand même extrêmement délicat. Moi j'ai beaucoup étudié pour faire cette pièce et attention, l'étrange existe. L'étrange est sur Terre. L'inexplicable est non seulement sur Terre, mais il est assez fréquent. Et le truc, c'est que moi, je pense que quand un point d'interrogation se dessine dans le ciel, il faut, comme monsieur le fait, très vite proposer un cadre et proposer du sérieux autour de l'étude de tout ça. Parce que le mystère, c'est un sacré sujet. En revanche, on a un petit cerveau qui a tendance à remplir les points d'interrogation. Et c'est à partir de là où on le remplit avec des fantasmes personnels. Nous avons des yeux qui sont, je cite Neil deGrasse Tyson, qui est un grand astronome américain. Et ce monsieur dit que l'œil est l'outil le pire pour pouvoir observer les choses. On voit très peu d'ondes de couleurs, on voit très peu de choses, on distingue 20 images par seconde maximum. Au-delà, on ne comprend plus rien. Donc, il faut se méfier de ce qu'on voudrait que ce soit. Mais à partir du moment où on s'intéresse à ce que c'est, le mystère est ici, il est quasiment quotidien dans le monde. Et justement, la question de ce que c'est énorme. À mon avis, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une visite d'une civilisation extraterrestre qui a traversé l'espace interstellaire pour venir nous rencontrer. Ça ne veut pas dire du tout que l'étrange n'existe pas, bien sûr. Pascal, vous ne vous servez pas que de votre œil pour observer tout ça? J'utilise mon troisième œil, bien sûr, régulièrement. Là, je ne l'ai pas amené aujourd'hui. Non, mais sérieusement. Non, effectivement, c'est vrai que nos filtres personnels sont des vrais pièges. Il y a une espèce de sophisme, quelqu'un qui... On fait attention quand quelqu'un nous amène un témoignage, une des questions qu'on pose, c'est est-ce que vous vous intéressez à l'ufologie? Et ça, c'est un vrai signal. Si la personne dit oui, je suis fan d'ufologie, on peut se demander si la personne n'a pas voulu voir quelque chose qui est simple, une planète. Par exemple, les satellites Starlink, on fait beaucoup parler d'eux. Vous vous retrouviez avec 30 points lumineux dans le ciel avant qu'on sache ce que c'était. Ça a créé vraiment énormément de témoignages. Bon, une fois qu'on l'explique, tout va mieux, mais il y a des gens qui restent avec un témoignage qu'on aurait pu expliquer
et qui reste avec l'idée que c'est inexplicable, alors que l'explication est peut-être assez Mais alors simple. pourquoi y croyez-vous, vous, aussi fermement? Alors ça, c'est une bonne question, question. parce qu'en fait, je ne crois pas. Je réfléchis à la question. C'est vrai que ça étonne toujours un petit peu les gens, mais je ne suis pas dans la croyance, je suis vraiment dans l'interrogation. C'est vrai que j'aimerais beaucoup qu'une forme de vie extraterrestre existe, ou extraterrestre, ou interdimensionnelle, ou temporelle, ce qu'on veut, parce que ce serait vraiment dommage que nous soyons seuls dans tout cet univers. Ouais. Mais aujourd'hui, je suis réellement dans la réflexion et pas dans le prosélytisme ou pas dans le dogmatisme, ce qui fait un petit peu la différence quand même. Alexandre, quand et comment vous avez commencé à vous passionner pour ces sujets-là, pour la vie extraterrestre, pour ce qui peut se passer dans l'infiniment grand? Depuis toujours, je crois que j'aurais rêvé, je vais même vous avouer quelque chose, mon travail pour l'exoconférence m'a fait faire un grand virage dans ma vie à ce sujet-là. Je me suis dit, j'aimerais tellement qu'on soit visité, j'aimerais tellement qu'on ait été visité par le passé. Je vais en fait prendre le prétexte d'un spectacle pour aller travailler avec les gens du GEPAN, pour aller travailler avec les astronomes français, pour aller travailler avec tout le monde qui s'intéresse à tout ça. Et en fait, cette étude m'a fait prendre le virage, mais en fait, c'est l'astronomie qui m'a fait prendre le virage, c'est-à-dire très modestement, la petite conscience des distances, en fait, qui, à mon avis, sont infranchissables, mais pas infranchissables pour nous avec notre niveau de technologie. Je pense qu'elles sont infranchissables tout court, parce que nous sommes à une période de notre univers qui a pratiquement 14 milliards d'années, et qui fait que depuis 14 milliards d'années, tout s'éloigne de tout. Chaque point de l'univers s'éloigne de chaque point de l'univers, et ce mouvement s'accélère en plus de ça. Donc, on est à une époque de notre univers où nous sommes très loin de tout. Et je pense que il y a un petit peu le fantasme derrière tout ça, de penser que la frise historique de l'univers, c'est de commencer comme une petite amibe avec un petit œil au bout, machin, et de finir sur deux pattes en train de fabriquer des vaisseaux spatiaux, ce que je conteste forcément. Je pense que ça, c'est de l'anthropocentrisme, et je pense que il y a 1 milliard de façons d'être évolué, voire même de plusieurs milliards d'années de plus que nous, et qu'à mon avis, ça ne prend pas forcément la forme technologique qu'on connaît. Je pense que nous n'avons pas les moyens d'entreapercevoir ce que pourrait avoir donné la vie ailleurs si elle avait 2 milliards, 3 milliards d'années de plus que nous. Je pense que c'est au-delà de notre conception. Pascal Fechner, ça c'est des vrais arguments, ce que vous dit Alexandre Astier en ce moment. C'est tout à fait vrai. D'ailleurs, une forme de vie extraterrestre a pu se développer et qu'elle soit tellement incompréhensible que nous ne la voyons pas alors qu'elle est là. C'est tout à fait possible. C'est pas avec la sonde Pionnière qu'ils vont avoir les infos. Bon. La sonde, excusez-moi, la sonde Pionnière. Non mais là, écoutez, Pascal, si vous voulez me soutenir là-dessus, ce sera sympa. Mais complètement. Vous vous rendez compte que nous avons fabriqué dans les années 60-70 des sondes qui sont sorties de notre système solaire. Elles sont sorties de ce qu'on appelle l'hélio, je me souviens plus, comment dire, l'influence du Soleil. C'est-à-dire que vraiment, c'est parti. Il y a un objet humain qui est parti dans l'espace interstellaire, ce qui est quand même complètement dingue, surtout avec la technologie de l'époque. Alors après, est-ce que le message était bon? Je ne sais pas, il y a une plaque avec 2 mecs à poil dessus, je ne sais pas, j'en sais rien. Un homme et une femme. Un homme et une femme qui se tiennent la main, vous avez vu? Oui. Mais on a eu un retour. Hein. Ah, il y a eu un retour. Ils ne se tiennent pas la main. Non, ils ne se tiennent pas la main, ils sont à côté. Ils se tiennent pas la main parce que les gens avaient peur que les extraterrestres pensent qu'il s'agit d'un seul et même être si jamais la main tenue à 4 pattes et à une couille et machin. Du coup, ils ont séparé les mains. Pourquoi vous riez? C'est marrant, hein, chaque fois qu'on dit un gros Parce que mot, vous c'est avez dit Charlie. couille, ça me fait rire. On a des informations. Pascal, on a eu un retour. Une civilisation extraterrestre nous a renvoyé la sonde en disant arrêtez de nous envoyer des photos de nous, de vous à poil avec le chemin de chez vous, ça nous fait flipper. Donc c'était pas le bon message. Bon, je le disais il y a quelques instants, tout ça, c'est à cause de cette exoconférence d'il y a quelques années déjà, puisqu'on parle aujourd'hui du Alexandre Astier, seul en scène, ce qui lui arrive parfois quand l'envie le démange, et ça donnait ça. Tout ça, c'est des galaxies. Et ce petit truc rouge zoomé en haut à droite, là, c'est une proto-galaxie, une des premières petites briques de notre univers. Elle se trouve à plus de 13 milliards d'années-lumière de nous, c'est-à-dire que la lumière que nous en recevons aujourd'hui, elle l'a émise il y a plus de 13 milliards d'années. Elle est tellement loin et faible qu'il a fallu que le télescope Hubble effectue 111 orbites et expose cette photo pendant 8 jours pour obtenir photon après photon, cette espèce de vague paix rougeâtre, en fait constituée d'étoiles bleues, curieusement, et considérée comme l'objet le plus lointain qu'on ait jamais observé et qu'on observera probablement jamais. Aurions-nous des voisins dans cet espace infini? C'est la question que vous avez posée au physicien Étienne Klein, qui vous a répondu « on s'en fout ».
Et là, vous aviez votre spectacle. C'est-à-dire que oui, lui, il pensait me violenter un peu avec le on s'en fout. On s'en fout pas parce que c'est pas intéressant de savoir s'il y a de la vie dans l'espace. Je vais vous donner mon avis, alors vraiment de néophyte complet, je pense que l'espace grouille de vie. Grouille de vie sous toutes ses formes, primitives, ultra développées, forcément puisque les âges dans l'univers sont différents et que ça se compte en milliards d'années de différence selon les systèmes, forcément qu'il y a des trucs fous qui se sont passés, c'est sûr. Mais pour autant, on s'en fout parce qu'en fait, je crois qu'on n'aura jamais de contact parce que, comme je vous le disais, je pense qu'on est à une époque de notre univers où nous ne verrons pas nos voisins. Nous n'avons pas de voisins accessibles. Et je trouve que, je ne sais pas si mon camarade Pascal ici est d'accord avec moi, mais je trouve que la presse, de temps en temps, quand elle dit on a capté peut-être un signal qui vient d'une étoile qui est située à 15 000 années-lumière de nous, et on va peut-être pouvoir discuter avec, on est d'accord que la vitesse max dans l'espace, c'est la vitesse de la lumière. Ça veut dire qu'un signal radio qu'on enverrait mettrait 15 000 ans à leur parvenir, une réponse de nouveau 15 000 ans. Donc on est d'accord que bonjour, ça va, oui et toi, c'est 45 000 ans. Donc c'est comme à la Poste. C'est exactement, à peu près, sans la queue. Mais exo, c'est en dehors d'eux, donc s'intéresser à ce qui existe en dehors de nous, c'est un bon moyen aussi de soigner nos petits soucis de nombril. C'est un petit peu à ça que sert l'exoconférence, très modestement, en disant avant de savoir si des mecs vont se pointer avec des fusils laser, en serrant la main forcément du président américain, on ne sait pas spécialement pourquoi lui, je pense qu'il faut juste regarder un petit peu les distances, ce que c'est que la vitesse de la lumière, ce qu'est la gravitation, ce que sont les 4 forces qui dominent un peu notre nez. Des petits trucs comme ça qui sont cool en plus à savoir. C'est pas forcément, on n'est pas obligé de se forcer. Et après, du coup, c'est vrai que la visite d'un vaisseau spatial extraterrestre commence à prendre une dimension peut-être un peu plus relative. Aléatoire. Mais alors, je vous vois opiner, si je puis dire, mon cher Pascal, et pourtant, ça ne... Vous n'y croyez pas. Vous continuez à suivre cette piste. Moi, je dis toujours que réfléchir aux autres avec un grand A, c'est se définir soi-même. En fait, c'est-à-dire que j'aime bien utiliser faites de l'ufologie, prenez de la hauteur, et effectivement de se dire mais si une forme de vie extraterrestre venait, qu'est-ce qu'elle verrait, quelle image nous donnons, est-ce que c'est une image positive, moins positive, est-ce qu'on prendrait contact avec elle? Voilà, je trouve que c'est plus on va vers l'extérieur, plus en fait on rentre à l'intérieur de soi. C'est une espèce de psychothérapie. Et puis il y a un goût du merveilleux, tout simplement. Tout simplement. Non, rester en éveil. Le matin des magiciens de Bergier, qui était merveilleux et qui réimaginait le réel après une sortie de guerre. Donc voilà, je pense que c'est aussi pour ça que le livre a si bien fonctionné. Bon, faisons une petite pause si vous voulez dans cette conversation. Et tiens, envoyons un morceau de musique à nos amis extraterrestres. Qu'est-ce qu'on pourrait leur envoyer? Alexandre, vous avez une idée? Franz Lang, c'est le roi du yodel. Vraiment, on leur envoie ça? Ouais, moi je suis pour. Pourquoi est-ce qu'on déciderait de manière snobinarde et parisienne de leur envoyer forcément un truc qui nous plaît? Envoyons-leur un truc qui nous plaît pas. On envoie du yodel dans l'espace. S'il vous plaît. Allez, c'est ça parti. se tente. Ces quelques instants de grâce musicale vous étaient offerts par Alexandre Astier. Il s'agissait de Franz Lang qui nous interprétait Der Appenzeller Jodler. Je précise que je ne parle pas allemand et que si jamais des germanophobes à l'antenne découvrent que ce type dit des horreurs, je précise que je ne les soutiens pas, je ne les comprends pas. D'accord, donc c'est pas ma faute. Ça parle exactement? Non. Des Appenzeller. Non. On verra. Vraiment, vous savez pas? Non. Petite moustache là. Non, je crois pas. On verra. D'accord, ok. L'exoconférence, le spectacle est mis en scène par Jean-Christophe Ambert, que les fans de Kaamelott connaissent sous le nom de Caradoc. Alexandre, est-ce qu'il partage votre passion pour l'infiniment grand et quelle est sa touche dans ce spectacle? Est-ce que ce serait pas l'amour des couvre-chefs? Je ne sais pas si c'est vous, mais il y a quand même un truc de ce côté-là. Non, mon camarade Ambert a dû se faire à cette nouvelle idée après coup. Mais c'est vrai qu'il a permis la clarification de tout ça, avec une mise en scène d'un coup qui était lisible. Moi, je pense que dans ma tronche, c'est beaucoup moins lisible que ça, les choses. C'est beaucoup plus fouillis. Oui. Parce que vous, Pascal, vous l'avez vu, ce spectacle? Plusieurs fois, bien sûr. Alors, je voudrais le point de vue de l'ufologue. J'adore. Non, c'est un spectacle intelligent. Il faut savoir que l'ufologie en France est très très peu traitée, je dirais même exploitée, que ce soit en spectacle ou même à la télé. On n'a qu'une série française qui s'appelle OVNI qui est passée en début d'année. Donc vraiment, c'est un sujet en friche en France. Voilà, donc intelligent, bien amené, superbe spectacle. Non, parce que c'est assez facile en fait de rire de ces sujets-là. Ça aurait été facile d'en faire un sujet trivial. Or, vous en faites une démonstration qui est non seulement très très drôle, mais aussi très très intelligente.
c'est pas moi de le dire, mais Je vous le dis. Mais vous savez, je crois beaucoup. Par exemple, je peux raconter une petite anecdote. Allez-y, si elle dure pas 3/4 d'heure. On va voir. Sinon, je renvoie du yodel. En fait, une fois que j'étais, encore une fois, très modestement un peu instruit de tout ce que j'avais été chercher pour ce spectacle, tout ça, j'étais en voiture et d'un coup, je lève les yeux, il faisait nuit, et je vois un objet qui fait plusieurs kilomètres de long au-dessus de moi avec des lumières sur toute la calandre extérieure. Je fais une embardée, je mets un coup de volant à gauche, à droite, je respire, je me dis attends mais réfléchis, et c'était un phénomène qu'on m'avait décrit au GEPAN, que vous devez connaître, plein de fois. Donc on me l'avait décrit plein de fois, je le savais, je l'avais noté 40 fois. Il s'agit d'une fête, quelque part, d'un mariage, où on envoie des lanternes thaïlandaises. Vous savez, les petites lanternes en papier, on met une bougie dedans, l'air chaud les fait se lever. Mais du coup, comme on les envoie avec une certaine fréquence régulière, elles se retrouvent dans le ciel emportées par le vent, en file indienne, comme ça. Ouais. Et comme votre cerveau ne comprend pas sur quoi ces lumières sont posées, vous ne voyez en fait qu'une série de lumières qui ne teintent pas comme l'électrique, qui sont des flammes, et d'un coup, votre cerveau remplit ce qu'il ne comprend pas, et il crée une calandre autour de ces lumières. Et j'ai failli vraiment avoir un accident, c'est un truc qui m'a surpris. Pourtant, je le savais. Donc c'est pour ça que j'essaye de dire aux gens, c'est pas grave de vouloir. Ouais. C'est même très beau, c'est ce qui a donné tous les films, toute la littérature et tout ce qu'on fait. Par contre, remis dans le contexte de ce qui est possible et de ce qui existe, ça ne veut pas dire qu'on croit moins ou que le monde est moins merveilleux, ça veut dire qu'on prend les choses par l'étude et que d'un coup c'est une nouvelle modestie, une nouvelle humilité terrestre qui vient nous atteindre. Vous dites la même chose. Ah, si complètement d'accord. Les lanternes thaïlandaises sont vraiment l'observation numéro 1. Il est très difficile de faire accepter à un témoin qu'il a vu des lanternes thaïlandaises parce qu'il dit non, j'ai vu quelque chose. Et on a un autre problème avec les lanternes thaïlandaises, c'est qu'elles nécessitent une autorisation normalement pour être lancées. Donc il est très 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 difficile de savoir si des lanternes ont été lancées quelque part. Enfin, si c'est un samedi soir, veille de fête, des choses comme exactement, ça. Mariage, tout ça, etc. Il y a quand même une très très grande possibilité. Mais le GEPAN a pris un couple qui avait vu des lanternes thaïlandaises, il les a mis dans 2 pièces séparées, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. La femme a dessiné une petite lanterne, effectivement, ce qu'elle avait cru voir, et l'homme à côté a fait une petite lanterne, et il a mis 3 petits atterrisseurs avec une petite silhouette à l'intérieur. Ils étaient tous les deux absolument de bonne foi. Il faut se méfier de son cerveau. Le cerveau, quand il comprend pas, il met plein de choses dedans. Méfiez-vous des lanternes thaïlandaises, méfiez-vous des mariages, même de manière générale, je serais tenté et de du dire. yodel. Oui, du Franzel Lang. Si vous faites un mariage avec lancer de lanternes thaïlandaises et Franzel Lang en guest, ça commence à bien faire. Là, ça déraille tout de suite. Bon. Merci infiniment, merci Pascal Fechner d'être passé, même pas débattre, parce qu'en fait, vous êtes d'accord sur l'essentiel. Mais c'est important, on sache qu'on est, bien sûr, on cherche à savoir, c'est tout. Exactement. C'est de la philosophie. Absolument. Merci Pascal et merci Alexandre. Cette semaine spéciale Alexandre Astier sur France Inter continue demain avec Kaamelott et son Louis de Funès. Quel est le lien entre Kaamelott et Louis de Funès? Réponse demain, mais avant demain, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop. Merci Charlie. Merci Antoine. À demain et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Pierre-Yves de Rollin qui était à la technique aujourd'hui.